Bonjour à tous, bienvenue à cette édition 2020 de Tourentech, donc la 3e édition. D'abord un petit mot, on a dû vous distribuer 1, 2, 3, déjà revenu avec vos gobelets. Vous avez peut-être trop de gobelets, vous les aviez ramenés, bref, voilà. Utilisez vos gobelets, gardez-les dans la journée, il n'y aura pas de gobelets plastiques. Si vous voulez pas des gobelets, les ramener chez vous, vous nous les laissez à la fin de la journée, ils resserviront l'année prochaine. Et enfin, si vous voulez pas des goodies, vous nous les laissez, on s'occupera de les distribuer à des associations aussi, on l'a déjà fait l'année dernière. Le Code of Conduct, donc je vais pas vous le lire, je vous le laisserai aller le lire. En résumé, nous sommes tous civilisés, comportez-vous bien. Si vous pouvez pas voir certaines conférences, il faut savoir que donc les gens qui me voient actuellement en vrai, plus les gens qui sont dans une salle inclinée, ces deux salles sont filmées. Donc Turing et Pascal. Vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube de Tourentech. On y met aussi les vidéos des meet-up qu'on commence à enregistrer pendant l'année. Vous êtes un peu plus de 300, selon la police et les organisateurs. Merci. Il faut savoir qu'on a été sold out le 21 décembre, donc très heureux d'être complet avant la date. On a reçu beaucoup de soumissions, donc 168 soumissions. On s'est un peu battu pour retenir 18 conférences, 10 quickies, 2 hands-on et 2 keynotes. On a 10 sponsors, 2 partenaires pour nous accompagner. Tourentech, c'est 25 réunions depuis le mois de février, donc pas mal de travail. Et puis aussi un gros merci à tous nos speakers que vous allez pouvoir voir pendant la journée. Et aussi un merci à ceux de l'ombre qui sont les speakers de backup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont préparé des présentations qui donneront pas, à moins qu'il y en ait un qui se blesse dans la journée. Alors justement, nos speakers, laissez-leur un retour. Vous verrez devant la cafette, il y a des panneaux, il y aura des gommettes. Vous pouvez leur laisser un commentaire ce que vous avez pensé de la présentation. Au niveau des formats, les conférences, 50 minutes, les quickies, 15 minutes, les hands-on, 110 minutes. Les quickies de 15 minutes seront ce midi, sur 5 salles. Alors, vous jetez pas sur le buffet, il y aura à manger sur toute la durée de la pause. Donc, vous pouvez aller voir les quickies, vous retrouverez à manger après. C'est même ouvert un peu avant et un peu après. Le plan, donc ceux qui me voient en vrai, vous êtes en Turing. Ceux qui sont dans une salle qui penche, vous êtes en Pascal. Et les autres, c'est Loveless. Donc ça, c'est les 3 salles du rez-de-chaussée. Vous trouverez les toilettes après Loveless. Et à l'étage, vous avez les 2 salles de TD pour les quickies de ce midi et les hands-on. On n'a pas imprimé de programme, ça a été un choix. Donc vous pouvez le retrouver sur le site web ou une appli, donc Chapiteau, faite par les Code Troopers. Donc vous l'avez dans le store Android, vous cherchez Tourentech. Ça doit être, alors c'est pas la toute première qui sort. Et par contre, pour iOS, on n'a pas passé les barrières de validation, forcément. Donc, on a un QR code, si vous voulez y accéder, je vous le laisse quelques secondes. Je vois pas de téléphone qui se projette. Donc, de toute façon, vous avez le programme sur le site. Le TNT Quiz, ils sont dans le fond, à côté de l'entrée. Passez les voir, c'est un petit jeu. Donc, il y a 10 questions aléatoires, 2 participants, et il y aura un cadeau à gagner. Et ils seront en place à chacune des pauses. Les coding goûtés, je vais passer la parole à Jean-Loup 2 secondes. Sur le côté, vas-y. C'est l'homme de la technique. Bon, allô, bonjour. Donc, on va pas vous faire un coding goûté ici, ça va pas être un atelier d'apprentissage. Simplement, j'anime au niveau de Palo Alto des ateliers d'apprentissage du code pour les enfants, mais aussi
pour les parents. C'est fait le dernier samedi de chaque mois et je remercie beaucoup Tourentech de me laisser la parole par rapport à ça. Si jamais il y a des bonnes volontés parmi vous, si jamais vous dites que vous avez la volonté de faire apprendre du code, de faire découvrir aussi le métier d'informaticien ou les métiers liés au domaine de l'informatique, surtout n'hésitez pas à aller sur le web, vous tapez Coding Goûter Tours et vous tomberez sur la page. Sachez que les Coding Goûter, c'est à peu près entre, on va dire, 20 et 35 enfants qui viennent à chaque fois. Ils viennent découvrir ce qu'est l'algorithmie, ce qu'est le code, à travers aussi bien des outils sur tablette que sur ordinateur, des outils d'auto-apprentissage. On fait aussi des Lego avec un peu de robotique, dedans. Et puis, comme je vous l'indiquais, toute bonne volonté et la bienvenue. Nous sommes 2 à les animer. Il y a Sébastien Bossoutreau qui doit être quelque part dans la salle, qui lève la main. Si vous voulez tourner vos têtes vers lui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si tu veux de nouveau lever la main. Et concernant le lieu, c'est à 2 pas d'ici. C'est dans un centre de formation qui s'appelle CEFIM. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements, moi je serai là toute cette matinée, donc surtout n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous remercie beaucoup de ce temps de parole. Merci. Un grand merci aussi à tous nos sponsors, sans qui on pourrait pas faire tout ça. Merci à eux parce que certains nous accompagnent depuis la première édition. Donc merci à nos sponsors Gold, Microsoft, Worldline, Appseed, Polytech, Harmonie Mutuelle, Sopra Steria, Sopra Banking, le sponsor Silver Ascensi, ainsi que nos sponsors bronze, Sagi, Code Troopers et Oracle. Je vais passer la main à Vincent, notre speaker de Keynote. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions dans la journée, donc moi je l'avais enlevé, mais vous pouvez poser toutes vos questions aux gens qui portent les hoodies verts. Je l'avais enlevé, j'avais un peu chaud. Voilà. Et je vais passer la parole à Vincent. Hop. Hop. Ouais. C'est bon là? Ouais. Bonjour. Alors, avant de commencer, je voulais remercier l'organisation de la conférence de me permettre de venir ici, vous présenter mon métier. Alors, je m'appelle Vincent Ardion, je suis tourangeau et je vis depuis à peu près 8 ans en Suède, au sud de la Suède. La vie est tranquille là-bas. Donc, c'est dans une ville universitaire, on n'a pas besoin de voiture, on se déplace qu'en vélo, c'est vachement sympa. Un peu comme tous les expats, quand on trouve que le pain est pas bon, on le fait soi-même. Et de temps en temps, je suis entraîneur de foot. Ça me permet de pas penser à mon code et puis surtout à mon métier qui est très passionnant. Donc, je suis ingénieur de recherche et ça fait très longtemps que dans les conférences, je voulais essayer d'introduire mon domaine avec ce jeu. Je sais pas si vous connaissez Another World. Ouais, c'est un classique des années 90. Donc, il est vraiment super. Bon, le seul problème, c'est que ça peut se finir mal. Donc, j'ai choisi la voie un peu plus classique pour vous présenter mon métier. C'est un microscope. Alors, le microscope, c'est un instrument scientifique qui a révolutionné le domaine de la science. En fait, vous savez, dans la science, c'est basé sur deux faits. En fait, il y a la théorie et le... Ah, ouais, c'est bon. Et donc, pendant très longtemps, pour l'observation, on était limité à notre vision, à la vision humaine. Et du coup, on avait plein de théories sur qu'est-ce qui se passe, de quoi on était composé et tout. Je pense que les Grecs, ils avaient déjà défini qu'est-ce qu'était l'atome avant de le voir. Mais comme on n'avait pas moyen de l'observer, du coup, on est parti sur un peu des théories un peu fantaisistes dans le médiéval, avec tout ce qui était un peu magie concernant la vie. Alors, pour les recherches de cette présentation, je suis tombé sur notre ami Anthony. En fait, Anthony, c'est un drapier ou un marchand de tissus
Et c'est le premier homme à avoir vu le monde microscopique. Alors, comment il a fait? En fait, il a pris une bille de verre, il l'a mis entre deux plaques de cuivre, et comme ça lui permettait de voir beaucoup plus grand. En fait, donc, je pense qu'il était, ça lui permettait de vérifier la qualité des tissus et tout ça. Mais il a eu le génie de regarder autre chose. Et donc, c'est le premier à avoir vu des cellules, des globules blancs, des globules rouges, et tout ça, tout ce monde microscopique. C'était pas un scientifique. C'était pas un scientifique. C'est super étonnant. Et du coup, il a envoyé tous ces dessins au Royal Society en Angleterre pour dire voilà ce que j'ai découvert. Et en fait, ils en ont pas tenu compte du tout. Alors, je sais pas, parce qu'il n'était pas scientifique, ou peut-être parce qu'ils étaient en train de préparer le Brexit déjà à cette époque. Mais en tout cas, il a fallu attendre un siècle avant de comprendre que ces outils-là, ça me permettait de faire beaucoup plus de choses, de voir beaucoup plus de choses. Alors là, c'est notre ami Descartes, vous le connaissez, hein, il est du coin. Et Descartes, lui, donc c'est un siècle après, hein, au XVIIe siècle, il a commencé. Donc il y a eu plein de recherches pour améliorer les microscopes et tout ça. Et ça, c'est un microscope, c'est pas un télescope. C'est assez marrant. Mais déjà à l'époque, on comprenait que la lumière c'était très important pour pouvoir voir à travers les échantillons. Et ça, c'est la première fois où on a compris que la vie était faite à base de cellules. Donc ça, c'est comment on appelle ça, du liège, voilà, du liège. Et donc, on s'est aperçu que voilà, il y avait des petites briques élémentaires qui formaient la vie. Et ça, il y a encore un truc encore plus génial, c'est que on s'est aperçu que les maladies, certaines maladies contagieuses qui faisaient énormément de morts, en fait, c'était pas dû à la magie, au fléau. Non, c'était dû à une petite bête, un petit acarien. Ça, c'est l'acarien qui donne la maladie de la gale. Et du coup, grâce à ça, on a pu savoir comment traiter cette maladie. Alors, bien sûr, après, le microscope, ça a aidé Pasteur à faire les vaccins. Il y a eu plein de découvertes. Et c'est au 19e siècle, voilà. Au 19e siècle, on a passé énormément de temps. Il y avait tellement de choses à découvrir. Donc, on s'en est tenu au microscope. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution du microscope pendant ce siècle-là. Alors, il faut savoir que déjà, le microscope, en fait, c'était limité. On est limité à la lumière visible. Donc, grâce à ça, on peut quand même voir les virus, on peut quand même voir des cellules, mais on peut pas les voir plus loin. Mais il y avait tellement de choses à découvrir, donc on s'en est resté là. Alors, il y a quand même, c'est pas un microscope, c'est un spectroscope, un spectromètre plutôt, et on a quand même pu savoir de quoi étaient constitués les gaz, de quel élément chimique étaient constitués les gaz. Donc, mais on savait pas précisément. Je fais un bond dans le futur, enfin, qui est maintenant, et ça c'est mon microscope au sud de la Suède. C'est un petit microscope. Ça s'appelle un synchrotron. Et en fait, c'est un accélérateur de particules. Et donc là, on voit bien le rond là donc c'est l'accélérateur de particules avec la neige. Ça fait très suédois. Ici, on voit un peu mieux. Et donc, c'est dans la ville de Lund. Et on construit aussi un autre accélérateur à côté. C'est une autre histoire. Il y a à peu près 50 accélérateurs à particules dans le monde qui font pas tous la même chose. Vous connaissez sûrement le CERN,
hein. C'est assez classique. Le CERN, ça sert à il me manque le mot en français, à percuter, voilà, c'est ça, percuter des éléments, genre des protons, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, on fait pas ça. On accélère des électrons et ça produit des rayons X. Donc on n'est pas du tout dans le nucléaire. Alors pourquoi c'est un microscope? Parce que grâce au synchrotron, on est capable d'avoir une lumière qui est 1 million de milliardième, enfin plus grand que la lumière du Soleil, déjà. Donc ça nous permet de voir, d'éclairer des échantillons et d'avoir des réponses très claires. Notre lumière, elle est cohérente, un peu comme les lasers. Donc c'est-à-dire que quand on fait une expérimentation, la lumière va toujours donner la même réponse. Elle est polarisée. Bon, je vais pas expliquer ce que c'est, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on peut la structurer. Donc on peut savoir, on peut injecter de la lumière sur un échantillon et voir sa réponse dans le temps. Et on peut voir exactement, on peut voir à quelques picosecondes la transformation de l'échantillon. J'ai une petite vidéo. Peut-être que ça sera un peu plus facile. This is the electron ELO, a minute portion of matter, in fact, the smallest particle in an atom. At the Max IV laboratory, ELO is a superhero, with a top speed close to that of light, almost 1 billion kilometers per hour. Imagine something very small and invisible to the naked eye, and yet something we still want to examine more closely. But for that, we need a microscope. With a normal microscope, we can only see things larger than 1 micrometer, a millionth of a meter. Now, imagine if we could see something as small as a nanometer, a billionth of a meter. It would open up totally new possibilities for examining and developing materials that we use every day. This is Max IV, ELO's home, a synchrotron X-ray laboratory. Max IV is like a gigantic super microscope, 528 meters in circumference, greater in size by 1 meter than the Colosseum in Rome. At Max IV, ELO and the other electrons create incredibly intense synchrotron light. And when this takes place, a totally new world opens up. Suddenly we're able to see things smaller than a nanometer, and what atoms actually do within materials. So unlike astronauts who look at large things far away, you could say that at Max IV, we are intronauts. We look really closely at incredibly small things. ELO and her colleagues start their journey in an electron gun. And there they gather speed along a 300-meter-long linear accelerator, where they soon reach nearly the speed of light. The electrons are then led into 2 storage rings where ELO travels round and round, circuit after circuit. Within 12 hours, it has traveled a distance twice as far as that between Earth and Pluto. With the help of a magnetic field, ELO is made to change course. It then emits a ray of light in the direction of its path. This ray of light is as thin as a strand of hair, and it is this thin ray of light that is totally unique for Max IV. The thinner the ray of light, the better the quality. The light is then led along a beam line, where a particular wavelength of light is selected, from infrared to X-ray. At the end of the beam line in the experiment station is the test sample which we want to examine. This could be a fossil telling us how a particular animal developed, or it could be a skin cream made from quinoa or plastic from wheat, or something contributing to more environmentally friendly fuels of the future. We can also find out much more about ourselves as well as all other living things, such as proteins and viruses, and from this develop new drugs and medication, all thanks to ELO. Not bad for a particle that weighs about 1 billionth of a billionth of a billionth of a gram. Light for seeing, examining, and developing the world. That is what the Max IV laboratory is all about. Ça va? Vous avez compris? À peu près? Alors, je peux... En fait, donc comme elle a expliqué la vidéo,
On a un accélérateur linéaire dans lequel on va accélérer, en gros accélérer les électrons, et on part d'un canon d'électrons. Vous vous rappelez les télés à tube cathodique? Oui, ça fait longtemps. Et en fait, c'est exactement la même technologie au départ, hein, sauf qu'après, derrière, on va essayer d'accélérer les électrons et on va les injecter à l'intérieur de ces accélérateurs. Et donc là, nous, on a 2 accélérateurs et des stations expérimentales. Je vais expliquer après. Donc ça, c'est l'accélérateur linéaire. Je ne sais pas si on voit très bien. Et pour accélérer les électrons, on utilise des structures. Alors c'est assez magique parce que pour donner de l'énergie aux électrons, on peut pas juste brancher une batterie et puis ça y va. Donc en fait, on va utiliser des radiofréquences qui vont amener de l'énergie aux électrons et ça va permettre d'accélérer les électrons. Ici, c'est une photo de l'accélérateur, de l'anneau de stockage, on appelle ça. Et donc, on voit tous les blocs là. Ça, c'est des aimants qui vont permettre de diriger le faisceau d'électrons. Il y a une photo un peu mieux là, on voit. Et donc, on a différents. Alors, la technologie, elle est assez connue, hein, mais c'est juste. Donc, c'est exactement pareil que l'optique. Vous vous rappelez de vos cours d'optique, peut-être? On peut focaliser, on peut diriger la lumière. Ici, on peut pas faire ça avec des miroirs ou des lentilles, mais en fait, c'est les aimants qui vont faire ça. Donc, on a différents aimants qui vont, par exemple, focaliser des quadrupôles ou des dipôles qui vont permettre de diriger le faisceau d'électrons, et c'est comme ça qu'il tourne en. Alors, comment on produit des photons, des rayons X? En fait, on utilise ce genre de machine. Faut savoir que les électrons, ils vont perdre, quand ils décélèrent, ils vont perdre de l'énergie, et cette énergie, elle est transformée en lumière, en rayons X. Donc, on utilise ce genre on appelle ça des onduleurs. Et en fait, c'est composé d'une centaine d'aimants qui sont bien placés, bien calibrés, et qui vont permettre de faire osciller le faisceau d'électrons et produire la lumière comme ça, comme on a vu dans la vidéo. Alors, donc c'est bien d'avoir un accélérateur, mais il nous faut des stations expérimentales pour pour pouvoir étudier nos échantillons. Et on appelle ça des lignes de lumière. Alors, vous vous rappelez ce schéma? Avec les microscopes, on était limité à la lumière visible, au virus et tout ça. Avec la lumière synchrotron, donc c'est surtout des rayons X, on est capable d'aller, donc on va dire, ici on est capable de voir les atomes et aussi DNA. ADN, merci. Donc ça nous permet, avec cette technique-là, ça nous permet d'aller vachement plus. On va plus dans l'infiniment petit, donc ça nous permet d'observer. Ça nous permet on a plein de théories et maintenant on peut observer à ces niveaux-là. Alors une ligne de lumière, c'est un peu comme ça. Donc là, on est un peu plus dans l'optique, c'est un peu plus classique. Mais comme c'est des rayons X, on peut pas juste utiliser des lentilles, focaliser et tout ça. C'est un peu plus compliqué. Il y a pas mal de motorisation pour faire bouger toutes les optiques. Et on va mener le faisceau de rayons X jusqu'à l'environnement échantillon, où on va pouvoir l'étudier. Alors, quelques photos de scientifiques quand même. Donc voilà, à quoi ça ressemble une
une ligne de lumière avec plein de papier alu. Ne me demandez pas à quoi ça sert. C'est très scientifique. Voilà. D'autres scientifiques qui sont en train d'étudier sur leur station expérimentale. Et on est en Suède. C'est très bien rangé. Alors les techniques sont assez classiques. On a la technique de scanner les échantillons. Et à chaque point, on va récupérer une image. Alors il y a différentes réponses par rapport à la lumière, au rayon X. On a la diffraction. Vous savez, la diffraction, c'est un peu avec les prismes. Oui, c'est avec comme les prismes qui vont décomposer la lumière. Donc là, ça va faire des images un peu comme ça parce que c'est une structure cristalline. Et alors, on peut aussi voir à travers l'échantillon pour savoir comment la lumière est transmise. Et puis il y a d'autres techniques. Alors c'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert? Alors aux États-Unis, ça sert à tuer des Terminators. Je sais pas si on voit très bien. Je sais pas, vous l'avez vu, Terminator 3? Donc ils utilisent un accélérateur à particules et ils ont trouvé l'idée que effectivement il y a plein d'aimants, il y a plein de champs magnétiques et comme ça on peut capturer les Terminators et puis les détruire. Non, on fait pas ça. Alors nous on a des utilisateurs qui viennent, ce sont des chercheurs qui viennent de Suède, d'Europe, d'un peu partout dans le monde et nos utilisateurs, ils sont contents quand ils mettent plein de doigts, plein de traces de doigts sur l'écran. Ça, c'est un bon signe, c'est un signe de qualité. Ils en ont même fait un timbre. Alors, on a différentes techniques. Donc, on étudie différents domaines. Donc, on fait beaucoup de biologie, de sciences naturelles. Et on fait aussi de la recherche sur les matériaux, sur les métaux, sur les nanoparticules, sur la chimie, la physique, la géologie, l'environnement, l'archéologie aussi. Donc on est assez large. Ici, par exemple, on a étudié le système immunitaire d'une bactérie pour savoir comment la bactérie elle se protège de nos systèmes immunitaires. Donc ça nous permet de voir comment la bactérie est composée, une partie de la bactérie. Donc là, on a la cellule en haut. Et cette partie-là, ça correspond au numéro 3, je ne sais pas si vous voyez, et c'est tout petit. Il y a un truc encore plus merveilleux. Avec les rayons X, on peut voir à travers tous les tissus. Et donc là, ici, on a étudié le vol d'une libellule. Et donc, on peut savoir les muscles, comment ils entraînent le vol des ailes. C'est assez magique. Et ça permet de faire avancer les technologies de robotique, par exemple. Voilà, d'autres protéines. Ça nous permet de savoir la réaction chimique. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est de la catalyse. Catalyse. Merci. Voilà, sur des matériaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on fait beaucoup de recherches sur le cancer et de savoir comment les marqueurs arrivent à s'attacher sur les tumeurs cancéreuses. Recycler l'eau. Et puis, ça permet aussi de voir, ça c'est un tableau de Van Gogh, et ça a permis de voir qu'en fait, il avait peint au-dessus d'un autre tableau. Peut-être qu'il trouvait que c'était pas réussi.
Donc il y a plein de recherches. On a en Suède, il y a l'industrie du bois est très forte et en fait ils font de la recherche sur le bois et ils ont découvert une façon de traiter le bois pour arriver à avoir du bois aussi dur que du béton. C'est assez incroyable. Alors, pour construire un synchrotron, il faut beaucoup de monde. Il faut beaucoup de métiers différents. Alors, forcément, il y a des physiciens, ça c'est sûr. Mais il y a des gens, des géomètres, qui vont aligner les aimants, aligner tous les éléments. On va avoir des électriciens, des gens qui vont s'occuper du feed. On va avoir plein de monde, des électroniciens, des magnéticiens pour savoir dans le futur. Non, ça c'est une mauvaise blague. Et surtout, on a besoin d'informaticiens. On a besoin d'informaticiens parce que il faut savoir contrôler cet accélérateur. Il faut savoir mettre les bons champs magnétiques pour le faisceau d'électrons. Il y a énormément de choses à contrôler. Donc, moi, je fais partie du groupe de contrôle. Donc, on fait partie de l'informatique, du département informatique de ce laboratoire. Et on s'occupe du système de contrôle de tout l'accélérateur. Il y a quelques paramètres. Hein, il n'y en a pas beaucoup. On est un petit synchrotron. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus gros. Et donc, il y a beaucoup d'interactions. J'ai compté, on a plus de 700 000 points de contrôle. Donc, ça peut être aussi lecture d'une température. Ça va être le contrôle d'une alimentation, contrôle d'un système d'acquisition pour savoir la position du faisceau. On a à peu près plus de 170 types d'équipements qu'on contrôle pour l'accélérateur. Et ici, c'est juste pour vous montrer l'interaction. Donc tous les points, ce sont des objets. Un système de contrôle, c'est beaucoup d'équipements, j'appelle ça un intranet des objets, parce que il y a tellement d'interactions. Et là, c'est en fait c'est le système de contrôle juste d'un seul aimant qui va être lié au système de protection, qui va être lié au système des alimentations et puis qui vont interagir aussi avec les aimants qui sont autour. Et notre architecture réseau, elle est assez simple. On a un core switch pour tout l'accélérateur. On a des switches d'accès pour les salles de contrôle. On tourne sur des machines virtuelles. Et tous nos équipements, en fait, vont être connectés à des switches d'accès 40 gigabits. C'est la même structure pour tout le monde. Donc, ce qui est pas mal, c'est que notre distance réseau, elle est connue. Elle sera toujours connue. Donc, on va, à partir des salles de contrôle, on va lire sur le logiciel de contrôle qui va lire ici. Donc, il va y avoir une distance d'à peu près de 6 dans le réseau. Bien sûr, il nous faut des salles serveurs. J'ai essayé de prendre quelques chiffres. On a, pour notre stockage, on va dire un stockage lent à 27 gigaoctets par seconde. Et lui, il a 5 pétaoctets de stockage. Et le rapide, il est à 40 gigaoctets par seconde. En fait, on utilise des stockages distribués, GPFS. On a quelques CPU et quelques GPU, FPGA pour le calcul. Et on utilise un système de contrôle, donc logiciel, et c'est un logiciel open source qui a été développé par plusieurs accélérateurs en Europe, dont un en France, à Grenoble. Et en fait, on collabore tous à rendre ce logiciel
adaptable par rapport à ce que nous, notre métier, sur les besoins de notre métier. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle Tango. Et ça fonctionne un peu comme un bus logiciel. Donc on va avoir nos équipements qui seront connectés à ce bus. Donc on a juste à écrire la partie de communication avec les équipements. Ça peut être du TCP, ça peut être de la connexion série. Oui, il y en a encore. Et donc tout ça, ça peut communiquer sur le même bus. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi créer des équipements virtuels. Et par exemple, pour les lignes de lumière, ils ont besoin de sélectionner l'énergie des rayons X. C'est un peu comme si on sélectionnait la couleur sur un prisme. Juste une couleur, on veut étudier une couleur. Et donc, si on devait donner aux scientifiques l'accès à tous ces points de contrôle, ça serait terrible pour eux. Donc, ça nous permet de créer des équipements virtuels qui vont simplifier en fait le contrôle des équipements. Et donc le plus gros boulot, c'est pas d'intégrer les différents équipements, c'est de réduire la complexité. Donc il y a 500 000 points de contrôle. À la fin, on va noter peut-être 1000 points de contrôle dans la salle de contrôle. Pour les opérateurs, c'est déjà beaucoup. Ils ont à peu près une vingtaine d'écrans. Mais sur les lignes de lumière, donc il y en a 25 000, et on en réduit des fois à juste un paramètre. Mais tout ça derrière, c'est beaucoup de travail, d'automatisation, de calibrage. Donc on a développé des outils qui permettent de visualiser un peu la Google Maps, les équipements. Et aussi on écrit pas mal d'articles pour un peu transférer le savoir entre les différents instituts. Et ça nous permet de voir comment tout est calibré, comment il faut calibrer, ça va être la position des moteurs, il faut que ça soit super précis, on est au micromètre près. On a un système d'archivage qui est basé sur le même logiciel, Tango. Et en fait, on a à peu près 80 000 points de contrôle par seconde qu'on archive. On peut pas tout archiver, c'est un peu trop. Mais on a un système qui nous permet un système distribué qui nous permet d'acquérir tout ça. Donc avec notre logiciel, ça nous permet de faire de l'acquisition pseudo temps réel à 100 Hz, ce qui est déjà pas mal. Bon, ça va pour quelques expérimentations, mais souvent on nous demande plus du temps réel. Et donc là, on fait intervenir l'électronique, et du coup, c'est des électroniques de contrôle très précises. Donc il faut ce qui est le challenge, c'est vraiment le timing entre tous les équipements. Et donc derrière, c'est une image qui a été, en fait, chaque point du scan, ça va donner une image comme ça. Et avec le traitement, on va pouvoir récupérer l'image qui est derrière. Alors, je vous ai parlé du contrôle. Il y a une grosse partie de notre métier qui est l'acquisition des données. Et en fait, à partir d'un seul point de contrôle qu'on va scanner, on va générer des milliards de données. C'est vraiment une explosion. Donc, j'ai pris l'exemple d'un de nos détecteurs qui produit 40 gigabits par seconde. C'est faisable, hein, il n'y a pas de souci. Les technos réseaux
On a des CPU qui tiennent le coup, mais tout de suite, voilà, on peut pas utiliser n'importe quoi pour traiter ça. Je vais pas expliquer l'architecture. Si vous voulez, vous pouvez venir me voir et puis. Mais ça, c'est un seul détecteur. On en a 10 comme ça pour l'instant. Et la prochaine génération va générer 360 gigabits par seconde. Et là, ça devient compliqué. Parce qu'on peut pas juste avoir un ordinateur qui va récupérer toutes les données, traiter tout ça. Donc, on va essayer de distribuer sur différents nœuds. Utiliser aussi du GPU, des FPGA, qui va pouvoir, par exemple, les FPGA, ce qui est pas mal, c'est que on peut coder la compression, et donc on peut directement compresser les données, et après sortir du 2 fois 40 gigabits. Donc on a développé des systèmes logiciels qui vont permettre de récupérer tous ces flux de données. On a écrit un article sur ça. Je ne vais pas aller en détail, mais on utilise en fait, on utilise des clusters et on va distribuer la charge sur tous les clusters. Et ce qui est important, c'est un exemple d'analyse des données. Donc, on a les données brutes en haut et on va passer par à peu près une dizaine de process d'analyse pour obtenir les vraies données, en fait. Donc, ça fait beaucoup de gestion de process à gérer. Et alors, on a un gros problème avec toutes ces données. On a des données énormes. Une expérience, ça peut produire dans la journée 50 terabytes, c'est teraoctets, pardon. Et toutes les données ne sont pas équivalentes en qualité. Des fois, on fait une acquisition, il n'y a pas d'échantillon. Donc, mais on stocke quand même les données. Donc, on a un gros problème. On essaye d'essayer de voir la qualité, de détecter la qualité des données. Et on a un système. Toute la communauté scientifique elle travaille là-dessus. C'est un des principes FAIR, où il faut que les données soient retrouvables, accessibles, qu'on puisse les comprendre aussi. Donc c'est pas que les données brutes, mais aussi les données du contexte, comment ça a été fait. Et il faut que ça soit réutilisable, il faut que ça soit des formats ouverts. Donc on a toutes ces problématiques-là aussi à gérer. Et si on le fait dès le départ, quand on récupère les données, donc il faut le faire en temps réel. Alors j'ai essayé de reprendre un peu les thèmes aussi de Torrentech. On fait pas mal de développement web, mais on est à peu près 10 ans de retard. Ouais. C'est pas la priorité dans la science, mais du coup on a quand même introduit des outils web qui sont quand même beaucoup plus simples pour les utilisateurs, et du coup on récupère plein de librairies open source. Tous nos développements se font en open source. Voilà. D'autres, ça c'est pour l'archivage, pour pouvoir récupérer les données d'archivage assez rapidement. On a même les équipements, les électroniques d'acquisition qui ont des serveurs web maintenant pour définir la séquence d'acquisition, parce que nos utilisateurs, ils veulent pouvoir changer les choses. Voilà, on fait quelques applis pour visualiser les données. Et un truc qui est assez nouveau, je sais pas si vous connaissez Jupyter. En fait, c'est comme un logbook
qui est interactif. En fait, on peut avoir de la documentation, mais aussi du code, et avoir du retour direct. C'est beaucoup plus interactif que les lignes de commande que les utilisateurs, enfin les chercheurs utilisent. Alors, je vais essayer de passer vite. On fait aussi pas mal de machine learning, mais c'est pareil, on est un peu en retard. Et en fait, bon, ça se comprend parce qu'on veut pouvoir reproduire l'analyse. Et en machine learning, c'est un peu compliqué. Donc, on a quelques recherches en machine learning. On fait aussi pas mal de recherches sur les FPGA pour avoir des retours directs et connecter à des clusters du machine learning pour affiner en fait le retour. Voilà, sur nos outils de développement, on fait de l'agile depuis 7 ans. On est le premier laboratoire, ce premier synchrotron à faire de l'agile. Ça fait que 7 ans et c'est compliqué. Voilà. Après, on utilise les pratiques communes d'aujourd'hui pour en parler. On fait aussi pas mal de DevOps, c'est-à-dire que, enfin, dans notre équipe, on fait un peu de tout et le monitoring c'est très important. Alors, c'est assez. J'aime bien je sais pas si vous connaissez, c'est le modèle Cinefin qui permet de catégoriser un problème. Donc, on travaille plutôt ici. Alors, j'espère qu'on travaille pas ici, mais on travaille dans le complexe, c'est-à-dire des choses qui sont très peu connues et il faut faire pas mal de recherches. On a aussi pas mal de choses qui sont compliquées et des choses simples. On n'est que 30 à faire tout le système avec différents profils. Et par exemple, le profil d'un développeur, c'est l'électronique, du réseau, du système, la gestion de données. Alors le problème, c'est que nos chercheurs, ils ont tellement d'idées. Ils ont tellement d'idées, ça va trop vite. Qu'il faut qu'on fasse des systèmes qui soient adaptés, qui soient flexibles. Il y en a beaucoup qui savent programmer. Donc, on base tous nos logiciels sur ce qu'on appelle l'autonomie utilisateur, qui fait, par exemple, ils peuvent faire leur propre interface graphique, ils peuvent faire leur propre dessin. Donc, je pense que dans un projet, il faut vraiment prendre le côté humain et comprendre les clients. Voilà. Je vais terminer cette présentation avec quelque chose qui est très important chez nous. C'est la diversité. Ça, c'est dans mon équipe. On est 12 personnes et on a 10 nationalités différentes. On a 10 points de vue différents. Mais c'est vraiment génial parce que, bon, on discute beaucoup. Mais on arrive toujours à trouver des solutions. Et la diversité, c'est pas que dans l'identité, c'est aussi, on a des jeunes, on a des vieux, enfin, juniors, seniors. Voilà, on a tous les gens, on essaie de bien équilibrer tout ça parce que ça permet d'avoir des points de vue non pas polarisés sur quelque chose, mais un peu plus comment big picture, un peu plus large, des points de vue un peu plus larges. Et on travaille beaucoup avec les scientifiques. Et ça, c'est donc on est tous des ingénieurs. On a quelques scientifiques dans notre équipe, mais on travaille beaucoup avec les scientifiques. Et ça, c'est une collaboration qui est très très importante. C'est mon dernier slide. Je vais revenir à notre cher Anthony. C'était pas un scientifique. Mais il a quand même révolutionné le monde scientifique. Et on fait énormément d'efforts pour ouvrir la recherche scientifique à tout le monde, parce que ça paraît un peu fermé. Allô? Ouais. Donc ça paraît un peu fermé comme ça, mais on essaye vraiment de s'ouvrir.
à tout le monde. Ouais. Voilà. Merci Anthony. Vous pouvez nous suivre. Alors, je sais pas s'il y a de temps pour des questions. Ça va être un peu court. Ouais. De toute façon, t'es là une partie de la journée. Oui. Ouais. Ouais, je suis là. Donc vous pourrez attraper Vincent dans les couloirs pour si vous avez des questions. Ça va reprendre dans 17 minutes à 10h10. Il reste du café, des viennoiseries pour ceux qui n'ont pas eu le temps avant de venir. Pensez à passer voir nos sponsors, ils vous ont préparé des jeux et n'oubliez pas le petit quiz dans le fond. Merci et bonne journée.